Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Krasmoto. Qu'est-ce qui rend la moto Kawasaki H2R, tant respectée par beaucoup, si remarquable? La H2R possède une puissance moteur énorme. Son bloc moteur d'1 litre développe une puissance maximale de 326 chevaux. Cela permet à la moto de dépasser la barre des 400 km/h. Des chiffres fous, n'est-ce pas? Et grâce à quoi? Exactement, la suralimentation. L'augmentation de la pression de l'air à l'admission permet d'injecter plus de carburant, et par conséquent d'augmenter la puissance obtenue par unité de volume du moteur par unité de temps. Le surpresseur ou compresseur se classe en 3 types selon l'entraînement: turbocompresseur, compresseur mécanique et électrique. Dans l'un des épisodes, dont le titre commence par quelques mots, je parlais de la suralimentation par turbocompresseur et de son utilisation sur les motos. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur le turbo, je vous le recommande vivement. Dans cette vidéo, j'ai promis qu'on verrait le compresseur mécanique et son usage sur les motos dans un épisode séparé. Et croyez-moi, ce sujet est bien plus vaste qu'il n'y paraît tard à première vue. Je vous invite à échanger quelques mots sur les motos à compresseur. Installez-vous confortablement, ça va être intéressant. Un peu de théorie, la suralimentation mécanique permet d'augmenter la puissance du moteur. Le compresseur mécanique, aussi appelé surcompresseur ou compresseur, est un dispositif qui aspire l'air atmosphérique à travers un filtre, le comprime et l'envoie dans le circuit d'admission du moteur. Les compresseurs sont classés en volumétrique et dynamique selon le principe de suralimentation. Les volumétriques suralimentent par impulsion, en portions de volume définies. Parmi ces conceptions, on peut distinguer les compresseurs à lobe, des firmes américaines, Roots et Eaton, les compresseurs à vis, l'américain Lisholm, l'allemand Mercedes, les compresseurs à spirale, l'allemand Gilada et les compresseurs à palette, le compresseur britannique PowerPlus pour les Morris Garage d'avant-guerre et le Rolls-Royce Merlin. Les surcompresseurs dynamiques effectuent la suralimentation par un flux continu. Les surcompresseurs dynamiques entraînés sont connus uniquement de type centrifuge. Ce type de compresseur utilise une roue similaire à celle d'un compresseur de turbocompresseur. Comme toute conception, le compresseur mécanique a des avantages et des inconvénients. Le principal avantage du supercharger est que, contrairement au turbocompresseur, il peut injecter de l'air sans délai. Par ailleurs, la pression de suralimentation augmente proportionnellement au régime moteur. Parmi les autres avantages, on note aussi un coût plus bas que le turbo et une installation moteur simplifiée. De plus, la charge thermique étant plus faible, les exigences sur les matériaux et la lubrification des composants sont moindres qu'avec un turbocompresseur. Le principal inconvénient du compresseur mécanique est qu'il prélève une partie de la puissance du moteur pour ses propres besoins. Et parfois, ce chiffre peut atteindre jusqu'à 30%. L'histoire de la suralimentation est intéressante et remonte au milieu du XIXe siècle. Les premiers soi-disant soufflantes n'ont pas du tout été créés pour les moteurs. Il existe des informations selon lesquelles, en 1849, un certain George Jones de Birmingham, en Angleterre, a commencé la production d'une pompe à pales pour la ventilation des mines de charbon. D'autres pionniers dans ce domaine sont considérés comme les frères américains Roots, Philander et Francis. Les frères étaient ingénieurs, une activité assez lucrative à l'époque de la révolution industrielle. En 1854, ces deux hommes fondent la société The Roots Blower Company à Connersville, dans l'État de l'Indiana. L'entreprise a été construite près du canal Whitewater, où une dénivellation de 3,35 mètres servait à entraîner une roue hydraulique. Le couple de cette roue était réparti sur les machines de l'entreprise. À un certain moment, la puissance de cette roue s'est avérée insuffisante. Pour résoudre ce problème, les frères ont construit une roue hydraulique à pales innovantes, promettant théoriquement plus de puissance. Les pales en bois ont gonflé et se sont coincées. Lors de la révision de l'appareil en faisant tourner les pales à sec, le flux d'air a soufflé le chapeau de l'un des frères. À ce moment, un propriétaire d'entreprise sidérurgique, voyant cela, dit aux Roots qu'un tel ventilateur serait utile dans son secteur. Et c'est là que tout a commencé.
En 1860, les frères déposent un brevet pour la conception d'une pompe destinée à insuffler de l'air dans les hauts fourneaux, et en 1875, la production de pompes similaires pour la ventilation des mines commence. Les compresseurs Roots ne seront utilisés sur les moteurs à combustion interne que plus tard, leur nom devenant alors générique. En mars 1878, l'Allemand Heinrich Krieger décroche le premier brevet de compresseur à vis. La conception représentait un ensemble rotatif à 2 pales avec des rotors de forme identique. Cependant, cette conception n'a pas été mise en production. La même année, en 1878, l'ingénieur écossais Dougal Clerk a conçu le premier compresseur utilisé avec un moteur. Ce compresseur était installé sur un moteur à gaz à 2 temps. En ce qui concerne l'utilisation précoce du compresseur sur le moteur, les premiers concepteurs de moteurs à combustion interne sont rapidement arrivés à la conclusion que la compression préalable du mélange air-carburant avant son entrée dans les cylindres du moteur permettait d'augmenter la puissance sans changer les dimensions du moteur. Gottlieb Daimler est à l'origine de la suralimentation, ayant obtenu en 1885 le brevet Deutsche Reichspatent 34 926 pour un système de suralimentation d'un moteur à allumage commandé. La tentative de mettre en œuvre ce brevet dans la pratique s'est révélée infructueuse. La hausse de puissance était négligeable et la réalisation très complexe. Rudolf Diesel est également arrivé à l'idée d'utiliser la compression préalable de l'air à l'entrée du moteur. En 1896, sur le deuxième exemplaire de son moteur, il a utilisé la suralimentation. Pratiquement jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'introduction de la suralimentation sur le moteur s'est faite par étapes prudentes. En 1905, Alfred Büchi, dans certaines sources Büchi, a obtenu un brevet pour la conception d'un turbocompresseur. L'aviation, stimulée par la Première Guerre mondiale, a fortement contribué au développement de la suralimentation. Pendant cette guerre, l'avion s'est révélé être une arme redoutable et un outil de reconnaissance efficace, lançant une course aux armements. Les avions devenaient plus puissants, rapides et efficaces. Il y a une particularité pour l'aviation à moteur à piston. Lorsqu'on atteint une altitude de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, la raréfaction de l'atmosphère réduit le remplissage des cylindres en air. Au final, la puissance du moteur diminue d'environ moitié. La suralimentation s'est avérée être la solution qui a permis de résoudre ce problème et d'améliorer les performances en altitude de l'aviation. La basse température en altitude réduisait les principaux défauts des premières suralimentations. Le premier moteur d'aviation doté d'une suralimentation mécanique est considéré comme étant le moteur rotatif à 2 temps de Murray-Wiliat. À une altitude de 5200 mètres, le moteur suralimenté a affiché les mêmes performances qu'au niveau de la mer. Comment cela se passe-t-il en général ? Les fabricants de moteurs d'avion conçoivent parfois aussi des moteurs pour voitures et motos ou échangent avec d'autres motoristes. En général, la technologie de la suralimentation a rapidement pénétré dans la construction automobile et motocycliste. Dès 1923, les voitures de course Fiat et Mercedes ont commencé à être équipées d'un compresseur mécanique conçu par Whiting. Ici, comme d'habitude, la situation évolue. Quelqu'un a été le premier à installer une Wunderwaffe sur une voiture de course et à gagner. Et tout de suite, si les conditions et les règles du jeu le permettent, d'autres entreprises commencent à se demander « Attends, qu'est-ce qu'ils se permettent ? Et nous, on est moins malins, on va faire pareil, en mieux et battre ces audacieux. » Ce type de raisonnement prévaut dans toute course aux armements technologiques. Dans les années 1920, la suralimentation mécanique arrive sur les motos, ou, pour être plus précis, les fabricants de motos commencent à utiliser cette technologie. Et dans ce contexte, quelle est la meilleure chose à faire exactement ? Il est nécessaire de concevoir une moto de course haute performance qui ridiculisera les adversaires et, en même temps, fera la publicité de l'entreprise en tant que telle. La première moto avec compresseur mécanique est apparue en 1925. Dès le milieu des années 30, presque chaque entreprise de moto sérieuse testait la suralimentation. AJS Velo 7, BMW, Brooks Superior DKW, NSU, Moto Guzzi, Gilera, etc. C'était le véritable âge d'or du compresseur, qui a duré jusqu'au début des années 50. Cependant, allons-y dans l'ordre. 1925. Dans la suralimentation mécanique moto, Victoria Verke a réussi. Son ingénieur Gustav Steinlein a conçu cette moto pour les courses et records. La base était une Victoria KR de série avec un bicylindre à plat de 500 cm3 à soupape en tête, monté transversalement.
Un compresseur Roots a été monté sur le moteur et lors de la première tentative de record de vitesse sur 1 km en 1925, la moto Victoria a atteint 146 km/h. Après quelques modifications, en 1926, la moto avec le pilote Adolphe Brudès est retournée sur la piste près de Fribourg et a atteint la vitesse de 166 km/h. C'était un nouveau record absolu de vitesse pour les motos en Allemagne. La machine n'était pas sans défaut. Par exemple, en raison de l'augmentation de la puissance grâce à la suralimentation, le cylindre arrière commençait à surchauffer. Il est notable que Victoria Werk a vite stoppé le développement des motos à compresseur, tandis que Rudolf Schleicher débutait la fabrication de compresseurs chez BMW. Il est possible qu'il y ait un certain accord entre Victoria et BMW. Il existe des informations selon lesquelles l'une des premières motos 100 ou premières motos suralimentées était une machine équipée d'un moteur JAB construite par Michael McEvoy de la société McEvoy Motorcycles en 1926. Je n'ai toutefois trouvé aucune confirmation. Il est fort probable qu'il s'agissait simplement d'un gros V-twin très poussé qui permettait à la moto d'atteindre des vitesses de 180 à 190 km/h et d'établir de nombreux records. La première moto BMW équipée d'un compresseur fut le modèle de course WR 750 apparu en 1929. L'idée d'équiper le moteur bicylindre à plat d'un compresseur est venue à l'ingénieur du motocycle de course BMW R37 Rudolf Schleicher. Il a mené des travaux de conception dans cette direction, mais il a quitté BMW avant la création du premier prototype fonctionnel. Il a transmis toutes ces avancées au mécanicien de course Joseph Hopf, ainsi qu'au pilote d'usine BMW et champion d'Allemagne des années 26 et 27, Ernst Jakob Henne. Ces deux hommes ont réussi à mener le projet à terme. Les premiers moteurs BMW suralimentés ont été testés sur le banc d'essai en 1928. Et un an plus tard, la moto WR750 était prête. Un compresseur à pales, conçu par Arnold Zoller, était monté au-dessus de la boîte de vitesse et pouvait fournir jusqu'à 2 bars de pression au moteur selon les besoins. Quelques mots sur Zoller. Arnold, de nationalité suisse, est né en 1882. Il a suivi une formation de mécanicien chez Gebr. Sulzer AG et, en 1906, a obtenu un diplôme d'ingénieur mécanicien au Centre technique de Winterthur. Avant la Première Guerre mondiale, Arnold détenait déjà plusieurs brevets pour des compresseurs. Par la suite, il travailla dans ce domaine chez Argus Motoren Gesellschaft, Horch et Röhr Auto AG. Les compresseurs de Zoller équiperont BMW, NSU-DKW et d'autres entreprises. La contribution de Zoller au développement des motos à compresseur est immense, et son nom apparaîtra encore plusieurs fois au cours de ce récit. Revenons à BMW version routière 750. À l'origine, le compresseur était entraîné par une chaîne reliée au vilebrequin. Mais au fil du temps, sa conception et son entraînement ont légèrement évolué. En 1929, Ernst Henne a établi un record de vitesse moyenne de 216,75 km/h sur la mile lancée avec la version routière 750. Jusqu'au milieu des années 1930, cette moto a participé activement aux courses de records, affrontant les motos britanniques Zenith, Osborne Engineering Company et Brogg Superior. Ce quatuor a très activement rivalisé tout au long des années 30 pour le titre de la moto la plus rapide. Entre 1929 et 1935, BMW a établi 5 records absolus, ce qui signifie que le trio britannique a battu le record à 4 reprises. En 1935, la version routière 750 a atteint une vitesse de 255,885 km/h. Cependant, comme souvent dans les courses et les records, même la machine la plus performante ne reste pas longtemps au sommet. Les concurrents trouveront toujours quelque chose de plus puissant et efficace. En 1936, BMW a présenté une nouvelle moto suralimentée. Le modèle s'appelait Type 255. Selon les sources, on trouve aussi les noms Rally Sport, 255, Rally Sport, 500 et version routière, 500. Le moteur, toujours dans la configuration typique de BMW, a vu sa cylindrée réduite à 492 cm3, mais il était encore plus performant que le version routière 750. Les culasses ont reçu 2 arbres à cam en tête et 4 soupapes par cylindre. Zoller assurait toujours la suralimentation. Au début, la puissance du moteur était d'environ 60 chevaux,
mais en 1939, elle a pu être portée à 68. La moto atteignait 225 km/h avec un poids à vide de 137 kg sur tournant. Pour la meilleure 500 cm3 atmosphérique de l'époque, la Norton monocylindre, ses paramètres étaient respectivement de 50 chevaux, 200 km/h et 140 kg. Le 28 novembre 1937, Ernst Henn a mis un point final à la compétition avec les Britanniques pour le record de vitesse maximale. La BMW à compresseur de 500 cm3 a reçu un carénage et, avec une pression de suralimentation accrue, son moteur atteint 108 chevaux à 8000 Tmn. Et sur l'autoroute fermée pour la tentative, lors d'un aller-retour, Henn a affiché une vitesse maximale moyenne de 279,503 km/h. Ce record tiendra pendant 14 ans, jusqu'en 51. BMW remporta une autre grande victoire avec la Rallye Sport 255 lors du Tourist Trophy sur l'île de Man. En 38, 3 BMW sont allés sur l'île, dont 2 ont abandonné la course et une a pris la 5e place. Mais dès 39, Georg Meier y a remporté la victoire. C'était la première victoire d'un non-britannique dans la catégorie reine des 500 cm3 Senior Tourist Trophy. À l'âge d'or du compresseur, ce sont les Allemands qui ont le plus réussi dans la construction de motos suralimentées. Et plusieurs raisons ont contribué à ce fait. Oui, à cette époque, l'Allemagne était l'un des pays les plus avancés technologiquement au monde. On y concevait tant de choses progressistes et innovantes. Comme vous le savez, les courses et les tentatives de record sont surtout un gros investissement financier, sans garantie de retour grâce à un podium. Ainsi, outre la puissante composante technologique, le développement des voitures et motos de course en Allemagne dans les années 30 a également été influencé par un facteur politique. Avec l'arrivée au pouvoir de Hitler et des nazis, le sport est devenu extrêmement politisé. Les sportifs allemands, par leur victoire, devaient en démontrer la supériorité de la nation et du régime politique établi, et ainsi attirer des partisans. L'automobile et le sport motocycliste étaient essentiels à ce projet, avec d'importants budgets pour créer des véhicules sportifs. La part du lion est allée sur les comptes des groupes Daimler-Benz et Auto Union. C'est précisément avec cet argent que les célèbres flèches d'argent ont été créées. Mais les entreprises de moto ont également reçu une part suffisante de fonds. Et BMW n'était pas la seule marque à avoir réussi dans la construction de motos suralimentées. Un autre groupe allemand, DKW, était également prêt à remplir la mission du parti. Chez DKW, le plus grand nombre de motos suralimentées de toute l'histoire sera construit. Pourquoi ? C'est simple. Au début des années 30, c'est la plus grande entreprise de motos au monde, avec un effectif de 21 000 employés. DKW possédait la technologie, des ingénieurs talentueux, une base de production et d'essais, ainsi que des fonds. Les spécialistes de cette entreprise ont travaillé sur des moteurs suralimentés dès la fin des années 20, avec un schéma totalement différent de ceux de BMW ou Victoria. Premièrement, les moteurs étaient à 2 temps. Deuxièmement, avec des cylindres en forme de U et 2 pistons par cylindre. Troisièmement, à refroidissement liquide. Et, quatrièmement, équipés de compresseurs à piston. Ce fait est d'autant plus remarquable que le développement de ces moteurs était assuré par Arnold Zoller, inventeur du compresseur à palette. La préférence pour le compresseur à piston s'explique simplement. Il fournit la pression précisément quand c'est nécessaire lors de l'admission. Les ingénieurs allemands ont testé d'innombrables variantes. Compresseur placé dans le carter et un cylindre séparé, entraîné directement par le vilebrequin via un engrenage. Admission du mélange carburé dans le compresseur via clapets à lamelles et tiroirs cylindriques. Le schéma Garelli à cylindre en U n'a pas été choisi au hasard. La suralimentation était impossible sur un moteur 2 temps classique, le mélange air-carburant étant expulsé dans l'échappement. Les premières motos DKW à compresseur à piston ont été construites en 1929 par Hugo Rupp. Il s'agissait de 2 modèles, un 173 cm3 développant 12 chevaux et un 250 cm3 de 17 chevaux. Sur ces images, vous pouvez observer le schéma du moteur. Vers le milieu des années 30, des moteurs Zola de 500 et 600 cm3 avec compresseur sont apparus. Mais dans la seconde moitié des années 30, Arnold change radicalement la direction du développement des DKW à compresseur. Il passe à un schéma avec un compresseur centrifuge. En octobre 1937, chez DKW, plusieurs Twins URE modifiés,
fonctionnant au méthanol, ont été préparés pour établir des records de vitesse. Ewald Klüge et son coéquipier Walfried Winkler roulaient en là sur des machines soigneusement réglées. La 250 délivrait 49 chevaux et la 350 environ 60. Les motos utilisaient des carénages SOS spéciaux pour améliorer leurs caractéristiques aérodynamiques. Les courses de vitesse se déroulaient sur un tronçon d'autoroute entre Francfort et Darmstadt où 14 records de vitesse ont été établis. Un grand nombre de victoires ont été remportées sur les motos à compresseur DKW. La plus retentissante et la plus significative d'entre elles fut la victoire remportée par Ewald Klüge dans la course Tourist Trophy de 1938 dans la catégorie 250 cm3 sur l'île de Man. Même une consommation de carburant excessive n'a pas empêché Klüge de gagner. Le moteur consommait environ 16 litres au 100 km pendant la course. Klüge a remporté 12 des 14 courses disputées en 1938, terminant deuxième dans les deux autres, devenant ainsi champion d'Europe en 250. En fin de saison, il a reçu le titre de champion des champions, attribué aux pilotes ayant obtenu le maximum de points en compétition européenne. Le summum de l'ingénierie de DKW fut cette moto. Dans son moteur bicylindre à deux temps opposés, 4 pistons se déplacent dans 2 cylindres en se faisant face. Le développement de cet appareil unique a commencé en 1936. La conception s'est révélée intéressante et prometteuse. Des cylindrées de 250, 350 et 500 cm3 étaient le prévu. Mais DKW possédait déjà des motos à compresseur très performantes en course. Le projet a été abandonné longtemps, puis la guerre a éclaté, reléguant les courses au second plan. En 1945, l'usine DKW à Zschopau s'est retrouvée dans la zone d'influence soviétique. L'administration soviétique a décidé de finaliser le projet et d'envoyer du matériel et de la documentation au bureau d'études de la construction de motos de Serpukhov pour l'utilisation en course et tentative de record. En 1945, un bureau spécial de conception et d'ingénierie Nero 10 a été créé sur le site de DKW réunissant les principaux ingénieurs. On leur a confié la tâche de construire une moto. Entre 46 et 48, 4 exemplaires de 350 cm3 et un de 250 ont été créés. La puissance était respectivement de 60 et 45 chevaux. En Allemagne, après la dissolution du SKTB-10, le pilote allemand Kurt Kuhnke a repris cette conception et, avec des ingénieurs de DKW, construit une moto de course de 250 cm3. Selon d'autres informations, l'un des moteurs construits a été caché à l'administration soviétique et envoyé en République fédérale d'Allemagne. Kurt a couru sur cette moto en 1950 et 1951. La machine a survécu jusqu'à nos jours. Nous aborderons les technologies de compresseurs DKW arrivées en Union soviétique dans un chapitre à part. Ainsi, la troisième entreprise allemande à avoir conçu une moto suralimentée était NSU. Plus tard que les autres, les spécialistes de NSU ont développé une moto de course à compresseur. Cela s'est produit en 1938. La moto construite par Albert Roder était équipée d'un moteur bicylindre à soupape en tête de 350 cm3, qui développait environ 50 chevaux. NSU a participé au Tourist Trophy de 39, mais il n'y a pas eu de victoire éclatante. La conception de la moto était assez brute et peu fiable. De plus, le poids de 155 kg était important. Chez NSU, on se souviendra de ces développements seulement après la guerre. En 1948, une 350 modifiée avec compresseur participe aux courses, puis en 1949, une 500 cm3 similaire est prête pour la compétition. Son bicylindre en ligne développait 85 chevaux. La moto était utilisée en course aussi bien en solo qu'avec un sidecar. En 50, le moteur a été amélioré et il a pu fournir de façon stable une puissance maximale de 98 chevaux. La NSU 2000 litres atteignait une vitesse de 240 km à l'heure. De 48 à 50 inclus, cette machine a été championne d'Allemagne. Dans les années 50, NSU rendra sa technique célèbre grâce à 2 records. En 51, la 500 de course avec compresseur a été équipée d'un carénage. L'appareil a été nommé Dauphin 1, et dessus, Wilhelm Hertz l'a poussé à une vitesse maximale de 290 km à l'heure sur la piste près de Munich. C'était un nouveau record du monde. En 56, le bolide Dauphin 3 a amélioré le résultat et battu le record de 55 de Russell Wright sur Vincent.
Sur le Salar de Bonneville, la NSU à compresseur a atteint une vitesse de 338,99 km à l'heure. À ce moment-là, le groupe motopropulseur NSU avait été libéré jusqu'à 110 chevaux à 8500 tours par minute. Vous pourriez dire, Crasmoto, où sont les motos italiennes et britanniques avec compresseur? Un peu de patience, les amis. J'ai décidé de parler des motos allemandes en un seul bloc. Et maintenant, nous allons examiner les conceptions d'autres pays. L'Italie est réputée pour sa grande industrie de la moto. Au début des années 30, l'idée de la moto suralimentée séduit certains ingénieurs des marques italiennes. Tout se passe selon le même principe qui a été énoncé au début de l'histoire. Chez Moto Guzzi ou Gilera, on pensait sans doute « Pourquoi seul BMW aurait-il le droit d'utiliser un compresseur et de gagner ? Faisons le nôtre ». En 1931, Moto Guzzi développait déjà un 4 cylindres compressé de 500 cm3 pour la course et les records. Mais à un moment, la direction a trouvé le projet trop complexe et cher. La première parmi les entreprises italiennes à présenter une moto de travail suralimentée sera Gilera. Mais l'histoire du modèle de base Randin n'a pas commencé chez Gilera. À cette époque, le 4 cylindres en ligne transversale futuriste a été développé au milieu des années 20 par deux ingénieurs italiens, Carlo Giannini et Piero Rimor. Ils ont choisi d'installer le 4 cylindres en travers pour améliorer le refroidissement. Quelques années plus tard, le moteur 500 cm3 à simple arbre à cam était prêt, développant environ 28 chevaux. La moto, lancée sous la marque OPRA, a fait ses débuts à l'exposition de Milan en 1928. On plaçait de grands espoirs en elle pour les courses, mais la technique et les pilotes n'avaient un pas de chance. Le comte Bonmartini, qui finançait le projet, était aussi pilote de course et aviateur. Au début des années 30, il a fondé la Compagnie nationale d'aéronautique. En 1933, il a voulu améliorer la technique et pensait que la suralimentation était sans doute la meilleure solution pour réussir. Le moteur a été radicalement repensé. Les dimensions du groupe cylindre-piston ont été modifiées. Le bloc cylindre a été incliné de 45 degrés vers l'avant, libérant ainsi de la place pour le compresseur. Un deuxième arbre à cam est apparu dans le système de distribution. Le moteur a reçu un refroidissement par eau, et un compresseur de type Roots a été installé. Début 1934, la voiture, nommée Randin par Graf, signifiant hirondelle, était prête pour les essais. Elle débuta au Grand Prix de Tripoli 1935, où Taruffi et Rassetti prirent les deux premières places. La moto Compagnia Nazionale Aeronautica Randin était équipée d'un carénage, mais lors du Grand Prix d'Italie, l'hirondelle n'a pas eu autant de chance. Au mieux, 5e place. Pourtant, à la même époque, Taruffi établit plusieurs records, dont 244,62 km/h. À ce moment-là, le comte Bonmartini a décidé de prendre sa retraite et a vendu la société Compagnia Nazionale Aeronautica à l'entreprise aéronautique Caproni. Caproni ne s'intéressait pas aux motos et a chargé Taruffi de trouver un acheteur. Et c'est là que l'entreprise Gilera est tombée à point nommée. Ils ont été intéressés par la Randin, ont acheté les 6 motos et ont obtenu le soutien de Taruffi. La moto a été soigneusement améliorée et en 1937, elle a obtenu de bons résultats au Grand Prix. Et en octobre 1937, la Gilera Randin est brièvement devenue détentrice du record absolu de vitesse. Sur la piste A4, la moto pilotée par Taruffi a atteint la vitesse de 274,18 km/h. Ce record ne tiendra qu'un peu plus d'un mois avant d'être battu par Ernst Henne sur BMW. En 1939, la Gilera 500 développait une puissance de 92 chevaux à 8000 tours par minute, ce qui était une performance remarquable. La guerre a interrompu le développement des compresseurs par Gilera. Cependant, le modèle Randin aura une influence énorme sur les machines de cette marque après la guerre. Moto Guzzi et Benelli installaient d'abord des compresseurs sur des moteurs monocylindres, ce qui causait de nombreux problèmes. Le compresseur fournit une pression continue, alors que le moteur n'aspire le mélange que lorsque la soupape d'admission est ouverte. Pendant les autres temps, la pression dans l'admission peut devenir dangereuse. C'est pourquoi un réservoir intermédiaire a été ajouté entre le compresseur et le moteur. Hélas, ces complications n'étaient pas justifiées. En 1939, les ingénieurs de Moto Guzzi sont revenus au sujet de la suralimentation et ont développé un moteur 3 cylindres en ligne de 500 cm3 avec 2 arbres à cam en tête. Sa puissance théorique était de 80 chevaux.
Au-dessus de la boîte de vitesse à 5 rapports était installé un compresseur à palette casette. La moto était prête en 1940, mais hélas, la guerre y a mis un terme. Benelli est aussi arrivé trop tard. Ces motos brillaient dans les courses des années 30, mais en 1938 et 1939, les DKW, suralimentés, les ont relégués sur le podium. Giuseppe Benelli choisit d'adopter un compresseur pour rester compétitif. La Benelli de course à compresseur fut prête en 1939, dotée d'un 4 cylindres en ligne à soupape en tête de 250 cm3 et d'un compresseur Roots. La machine affichait 52 chevaux à 10 000 tours par minute. Après des essais réalisés par Salvatore Baranciani sur la route Pesaro-Fano, où il a atteint une vitesse de plus de 230 km/h et 30 km/h, la petite voiture de course a été présentée à l'exposition de Milan en décembre 1939. La Benelli à compresseur, bien plus puissante que la DKW, aurait pu surpasser les Allemands, mais alors l'histoire en a décidé autrement. Et nous voilà arrivés au Royaume-Uni. Pensez-vous que les ingénieurs locaux se contentaient non de regarder les victoires et les records de BMW, DKW et Gilera ? Bien sûr que non. Vous vous rappelez, quand j'ai évoqué les records de la BMW version routière 750, j'ai parlé du trio britannique rival des Allemands. Il est temps d'en parler. Depuis longtemps, les Britanniques débattaient sur la moto la plus rapide. Dans cette compétition, aussi bien des pilotes et des ingénieurs individuels que des équipes et des entreprises entières étaient impliqués. Le pari était fait sur des motos avec de gros moteurs V-twin et un carénage minimal. Les records britanniques se faisaient à Brookland, mais ce circuit n'était pas idéal. On trouva bientôt en France, près d'Arpajon, une route longue et plate. Plus tard, cette région deviendra célèbre comme le site de la coupe de vitesse de Montlhéry. En 1929, la situation était telle que les V-twin atmosphériques d'1 litre de jab étaient déjà poussés à leur limite, et les vitesses des motos plafonnaient à 205-210 km/h. Le moment était venu d'utiliser la suralimentation. Il convient de noter que le trio composé de Osborne Engineering Company, Brugg Superior et Zenith était très uni. Bien sûr, il y avait un esprit de compétition entre eux, mais très souvent, tous ces gentlemen travaillaient ensemble pour apporter du prestige à leur pays. Dans le même temps, les grands constructeurs tels que Norton, Birmingham Small Arms Triumph et d'autres évitaient le sujet des courses de vitesse. En Grande-Bretagne, Zenith était le principal défenseur des records de vitesse moto. À l'apogée de sa gloire, de 1918 à 1930, ils ont remporté plus d'étoiles d'or à Brookland et plus de records du monde de vitesse que n'importe quelle autre marque, à l'exception de BMW. Une nouvelle Zenith à gros bicylindre Jaeger Arthur Prestwich fut préparée pour 1926. Améliorée chaque année, elle atteignit sa perfection en 1930 avec l'ajout d'un compresseur. Le potentiel du bicylindre d'1 litre était d'environ 80 chevaux à 6000 tours par minute. En 1930 à Cork, en Irlande, Joe Wright établit le record du monde absolu de vitesse, atteignant 242,5 km/h. Cependant, l'histoire de ce record est liée à la confusion et à l'embrouillement. Le registre officiel de la Fédération internationale de motocyclisme mentionne toujours que le record de novembre 1930 a été réalisé sur une Osborne Engineering Company Temple Jaeger Arthur Prestwich. Joe Wright a établi le record de vitesse terrestre à Moto Osborne Engineering Company le 31 août 1930 à Arpajon, France. Mais moins d'un mois plus tard, Ernst Henner réalise un meilleur résultat sur une BMW. En réponse, les Britanniques étaient déterminés à battre le record et se préparaient pour une tentative à Cork, en Irlande, en novembre. Malgré la préparation de l'Osborne Engineering Company, ce jour de novembre 1930 à Cork, il y avait plusieurs motos présentes. Le Osborne Engineering Company, préparé par le spécialiste expérimenté Claude Temple, et une Zenith JAB de réserve avec compresseur au cas où le premier motocycle rencontrerait des problèmes. C'est exactement ce qui s'est passé. Le 6 novembre, l'Osborne Engineering Company est tombé en panne, et pendant plusieurs jours, Joe Wright a dû passer sur la Zenith et atteindre la vitesse tant convoitée de 242 km/h à l'heure. Mais le record officiel a été enregistré sur le Osborne Engineering Company, qui avait été déclaré comme la moto sur laquelle le record serait établi. Cela est peut-être arrivé car en 1930 Zenith était en faillite et n'a survécu jusqu'en 1948 que grâce à des fonds injectés. Mais ces prises de vue mises en scène pour l'histoire ont déjà été réalisées avec la moto Osborne Engineering Company.
En ce qui concerne le groupe motopropulseur, les motos étaient identiques. Sur l'Osborne Engineering Company, on remarque immédiatement la suspension avant unique. Ce système permettait d'obtenir une plus grande stabilité lors de la conduite en ligne droite à grande vitesse. Voici comment cela se passe. Alors, comment ça se passait avec Brugg Superior ? Vers 1930, une moto Brugg Superior, suralimentée, est apparue. Autre version de la moto de record, dotée du moteur J. John Alfred Prestwich bicylindre. Cette superbe moto visera le titre de la plus rapide jusqu'en 1937. Le pilote Erik Ferihoff, en 1936, sur cette moto à Győr, en Hongrie, a atteint la vitesse de 263,64 km/h. L'année suivante, Erik a porté son record à 273,25 km/h et a aussi établi un record de vitesse en moto avec sidecar. Mais en novembre 1937, Ernst Henné d'Allemagne établira un nouveau record. Erik Ferihoff, en novembre de la même année, retourne en Hongrie. Il a réussi à accélérer sa Brugg Superior jusqu'à environ 270 km/h, presque un nouveau record. Mais il a perdu le contrôle et, avec la moto, il a quitté la piste. Erik, toujours en vie, a été emmené à la clinique universitaire où il mourra sans retrouver conscience. Un autre appareil remarquable était le Zenith JAB, modifié en 1931-1932 par Roberto Sigrand chez Aroskim. Sa cylindrée passait de 2 à 1,7 litres avec un compresseur placé au-dessus de la boîte de vitesse. La moto a été nommée Super Kim. D'après des infos peu confirmées, Sigrand détenait dans les années 1930 le record de vitesse d'Amérique du Sud, soit environ 250 km/h. Dans les années 30, la Velocette 350 cm3 et la Norton 500 cm3 dominaient les courses sur l'île de Man. Mais dès 1937 et 1938, les Britanniques y constatent la supériorité de BMW et de différents modèles DKW dans les courses sur route. Pour les habitants de l'île brumeuse, c'était inacceptable. Et deux entreprises, Velocette et AJS, ont tout de même décidé de créer des motos suralimentées. Commençons par AGS. En 1935, à l'exposition d'Olympia, un moteur V4 à soupape en tête de 500 cm3 conçu par Bertom Collirom et une moto équipée de ce moteur furent présentés pour la première fois. La machine n'est pas passée en production et d'ici 1938, elle était devenue une version de course avec compresseur Zoller. Cependant, le moteur surchauffait, nécessitant un refroidissement liquide. En 1939, la moto était pratiquement prête pour les courses. Son moteur V4 de 500 cm3 à 50 degrés développait 55 chevaux. Deux AJS V4 ont couru au Tourist Trophy de l'île de Man en 1939, mais ont fini 11e et 13e à cause de nombreux arrêts pour ravitailler le refroidissement en eau. Le V4 a couru au Grand Prix d'Ulster. C'était la moto la plus lourde, avec 185 kg, mais cela n'a pas empêché AJS d'établir un record de vitesse moyenne autour de plus de 160 km/h. Cependant, la moto abandonnera la course à cause d'une casse de la fourche. En 1946, AJS 5.4 participera encore à quelques courses, remportant même l'une d'elles en Belgique. AJS a même commencé à développer une nouvelle moto de course avec un bicylindre en ligne horizontale suralimenté. Mais en 1946, tout s'est terminé. Le deuxième de ces engins est le Velocette Roarer, créé par Charles Udall de Velocé Limited. Charles a conçu une toute nouvelle moto et un moteur pour celle-ci. À première vue, c'est un bicylindre en ligne, mais si l'on regarde le plan du moteur, on comprend qu'il s'agit d'un moteur jumelé. Les deux vilebrequins du Roarer tournaient en sens opposé, annulant ainsi le couple de réaction. En fait, c'était la version britannique du Flat Twin BMW tout-puissant, mais avec des cylindres verticaux et les défauts de la firme bavaroise corrigés. Le Velocette bicylindre avait une cylindrée de 500 cm3 et développait environ 54 chevaux. La moto atteignait une vitesse de 225 km/h. Stanley Woods a testé la Roarer lors du Tourist Trophy de l'île de Man en 1939, bien qu'il sache avec l'usine que la moto n'était pas totalement prête pour la course. Il savait aussi que la guerre était inévitable, et l'équipe britannique voulait envoyer un signal à ses rivaux européens. Nous n'avons pas besoin du financement d'un gouvernement fasciste pour créer les motos les plus avancées techniquement au monde. La Roarer n'a parcouru le circuit qu'une seule fois. Pour conclure, une question se pose.
Pourquoi aucune moto suralimentée n'est-elle produite aux États-Unis? Après tout, il s'agit d'un pays technologiquement avancé, avec des constructeurs de motos sérieux. Dès les années 20 du siècle dernier, le sport motocycliste aux États-Unis a suivi sa propre voie de développement, celle de l'isolement. Les Américains n'allaient pas courir en Europe, et sur leur continent, ils ont établi leurs propres règles et leurs propres courses. Ainsi, les États-Unis n'ont pas participé à la course aux motos à compresseur. En fin de chapitre, une question subsiste. Quand l'âge d'or du compresseur s'est-il terminé? À l'été 1946, la Fédération internationale de motocyclisme a interdit la suralimentation dans les courses sur route. L'argument était simple. Les compresseurs creusaient trop l'écart entre machines de course et modèles de série. Les courses avec compresseurs ont continué dans deux pays, l'Allemagne et l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'Allemagne sera admise à la Fédération internationale de motocyclisme en 1951 et l'Union soviétique en 1956, au coin. Et à peu près à la même époque, dans ces pays, les travaux sur les motos suralimentées seront arrêtés. Si cet événement n'avait pas eu lieu en 1946, l'industrie motocycliste serait sans doute différente. Le développement des moteurs de course suralimentés aurait probablement favorisé leur adoption dans les véhicules civils. Après le chapitre précédent, une question demeure. Qu'en était-il des motos à compresseur chez les soviets? Comme on le sait, en matière de construction de motos, l'Union soviétique faisait partie des pays en retard. La plupart des machines ont été issues des meilleures conceptions étrangères, surtout allemandes. Après la Seconde Guerre mondiale, la puissance victorieuse a obtenu non seulement toute la documentation de l'usine DKW qui se trouvait dans sa zone d'occupation, mais aussi ses spécialistes. En République démocratique allemande à Tchapo, sous l'Union des républiques socialistes soviétiques, 5 motos DKW ont été assemblées dans le nouveau bureau d'études, numéro 10, avec un moteur de temps à piston opposé. Tous ces engins ont été envoyés à Serpukhov avec la documentation. Ces motos, appelées GK1, ce qui signifie course à compresseur, ont participé à diverses compétitions nationales jusqu'à la fin des années 40. Ce moteur a aussi été monté dans la voiture soviétique de record Zvezda 1. Ce bolide léger a atteint en automne 1946, 139,6 km à l'heure sur 1 km. Ce résultat a été homologué comme le premier record de vitesse d'après-guerre en Union des républiques socialistes soviétiques. En 1947, le bolide Zvezda 2 est apparu avec un moteur plus puissant grâce à une suralimentation accrue. La voiture a établi un record de vitesse de 165,99 km à l'heure. À Serpukhov, on travaillait activement sur des motos Goreli à suralimentation. Les recherches ici utilisaient aussi l'expérience et les avancées des ingénieurs allemands. Dans ce bureau d'études de l'industrie motocycliste de l'Union, près de Moscou, 3 modèles de motos de course suralimentés ont été produits en série dans la seconde moitié des années 40. Le S1B, 125 cm3, 17 chevaux vitesse max, 140 km/h. Le S2B, 250 cm3, 40 chevaux et 175 km/h à l'heure. Le S35, 350 cm3, 55 chevaux et 200 km à l'heure. Ces motos étaient principalement utilisées pour les courses de record et non pour les courses sur circuit de routier. Un autre engin intéressant était la moto de course développée à l'usine de moteurs de Gorky. Il s'agit du GMZM35. Elle a été conçue en 1947 par Naum Gudkin. Le groupe motopropulseur d'une cylindrée de 339 cm3 développait une puissance maximale de 22 chevaux. Les sportifs parvenaient toutefois à pousser le moteur jusqu'à 30 chevaux. La moto était conceptuellement similaire à une BMW, mais son moteur ne ressemblait qu'en apparence à celui de l'allemande. Gudkin a accompli un travail colossal pour créer un moteur opposé de petite cylindrée avec un carter sec. En 1949, un compresseur à palette a été ajouté à la M35 qui est alors devenue la M35K. La puissance du moteur a pu être portée à 44 chevaux. Avec la M35K carénée et équipée d'un sidecar, nous avons atteint 191 km/h, établissant alors le record mondial dans la catégorie jusqu'à 350 cm3 avec sidecar. Une autre moto à compresseur a été conçue à Verbit sur la base du modèle de course M75. Voici une de ces photos qui a été conservée. Une autre page marquante des motos à compresseur en Union des républiques socialistes soviétiques fut celle des comètes de Nikolaï Choumilkine. L'histoire des motos de record de Nikolaï Nikiforovitch a commencé au milieu des années 30.
On affirme que Choumilkine fut le premier ingénieur en Union des républiques socialistes soviétiques à installer un compresseur mécanique sur une moto. Pendant la guerre, Nikolai Choumilkine fabriquait des pièces pour l'aviation. En parallèle, il se renseignait sur les motos BMW, espérant s'y consacrer après la guerre. Après la victoire de l'Union des républiques socialistes soviétiques, Choumilkine a débuté le développement d'une nouvelle BMW Kometa 2. Il a pris pour base la BMW R51, alors parmi les meilleures motos de 500 cm3. L'ingénieur a préparé de nouveaux cylindres et soupapes, fabriqué des pistons et a augmenté le taux de compression à 7. Il a utilisé une lubrification par carter sec. Choumilkine a équipé la Comète 2 d'un compresseur Zoller, entraîné par des engrenages depuis le vilebrequin. La version de la Comète 2 de 46 pouvait se vanter d'une puissance de 41 chevaux. En 51, l'enthousiaste soviétique a réussi à augmenter la puissance du moteur à 55. Choumilkine a ainsi établi un record absolu de l'Union des républiques socialistes soviétiques sur 1 km, 204,89 km/h. Un an plus tard, Nikolai a réduit le taux de compression et augmenté la pression de suralimentation. La BMW 500 développait désormais 70 chevaux. Cette année-là, la vitesse record atteignait 211,76 km/h. Ensuite, il a tenté sa chance en conduisant une moto avec sidecar. Le record était de 179,7 km/h. Aux alentours de l'année 53, l'ingénieur du Institut d'aviation de Moscou, Blinov, a proposé l'idée d'un carénage. En 54, le carénage a été installé sur une nouvelle conception de moto. C'est ainsi que la troisième Kometa est née. La pression du compresseur est montée à 1,8 atmosphères. On a utilisé du méthanol comme carburant. La puissance a atteint environ 90 chevaux. En 1954, sur la Kometa 3, un nouveau record national a été établi dans la catégorie 500 cm3 pour moto avec sidecar, 198,19 km/h. En fin d'année, la vitesse atteint 223,663 km/h. Nikolai Nikiforovitch a effectué sa dernière course sur la Kometa 3 en 1958 au 69e kilomètre de la route Moscou-Minsk. Au cours de sa carrière, le concepteur et en même temps pilote passionné a établi près de 100 records nationaux. Peu après, le célèbre mécanicien a quitté le sport moto à cause de son âge. En 1956, l'Union soviétique a rejoint la Fédération internationale de motocyclisme. Et là-bas, il était déjà interdit depuis 10 ans d'utiliser des motos suralimentées dans les courses sur route. Ainsi s'est achevée l'histoire des motos soviétiques à compresseur. Au milieu du XXe siècle, le suralimentation des motos est longtemps oublié. Dans les courses, cette technologie est devenue illégale. Les compresseurs ont surtout perduré lors des tentatives de record, comme avec la NSU Dauphin 3. Cependant, dès les années 60 et 70, ce sont les conceptions avec turbocompresseurs qui ont réussi dans le domaine des records. Pour un usage civil, installer une suralimentation sur une moto n'avait aucun intérêt car cela augmentait le coût et la complexité. Mais surtout, même avec un moteur atmosphérique, la moto était capable d'offrir de très bonnes performances en termes de dynamique. Dans les années 80, il y aura une courte période où les grands groupes de motos miseront sur le turbo. En particulier, les Italiens et les 4 grands constructeurs japonais réussiront dans ce domaine. Cependant, cette technologie ne tiendra pas ses promesses et, si l'on juge par le nombre total de machines produites, cela restera insignifiant. J'ai parlé plus en détail du turbo dans ce reportage. J'ai déjà dit que depuis 1946, le compresseur est interdit en course. Cependant, la technologie n'a pas disparu. Et avec le développement de la culture du tuning vers la fin du XXe siècle et dans les décennies suivantes, on trouve un nombre assez important de véhicules sur lesquels des passionnés ont installé un compresseur dans leurs ateliers. Leurs motivations peuvent être diverses, allant du désir d'avoir une moto différente des autres jusqu'à vouloir être le plus audacieux et le plus rapide du groupe. Les passionnés installent donc toujours des compresseurs sur divers types de motos, des Harley-Davidson et Honda Goldwing aux modèles sportifs japonais et petits cyclomoteurs. Cette tendance du custom s'est avérée suffisamment importante pour permettre la création de sociétés et d'entreprises spécialisées dans la fabrication et la vente de kits de suralimentation prêts à l'emploi pour les modèles de motos populaires. Les plus connus parmi ces entreprises sont Rotrex, ProCharger et TTS Performance. Ce mouvement s'est particulièrement illustré aux États-Unis avec les motos Harley-Davidson. Regardez-moi ces monstres.
Mais dans le monde moderne, il existe encore une autre moto suralimentée remarquable. Et c'est sans doute la première moto de série à compresseur produite en masse qui est disponible à l'achat et dont la plupart des versions peuvent être utilisées sur la voie publique. Voici la Kawasaki H2R, les modèles H2H2, SX et le Roadster ZH2. L'histoire de la Kawasaki H2R commence dans les années 2010. Selon certaines sources, Kawasaki travaille sérieusement sur ce projet depuis 2013. On pensait que la ZZR 1400 Sport Tourer serait profondément modifiée, mais Kawasaki a finalement opté pour une autre direction. En septembre 2014, un tout nouveau modèle H2R avec suralimentation mécanique a été annoncé. Un an plus tard, la moto a été présentée au public. La H2R est née grâce à la longue course des constructeurs de motos, principalement japonais, pour le titre de créateur de la moto la plus rapide et la plus puissante. Pourquoi Kawasaki ? Cette entreprise ne fait pas que des motos, quads et motos marines. Au cours de sa longue histoire de 138 ans, Kawasaki Heavy Industries s'est occupé de nombreux domaines. Locomotives ferroviaires, navires et sous-marins, projets d'infrastructures, aviation, principalement militaire, construction de moteurs, et ainsi de suite. Après avoir tout énuméré, doit-on encore préciser que la société maîtrise depuis longtemps les matériaux et technologies de Peitlanto de pointe ? La Kawasaki Ninja H2R possède un moteur 4 cylindres en ligne de 1100 cm3 à 16 soupapes avec compresseur centrifuge. Sur les premières têtes en version de la moto, le moteur développait une puissance maximale de 310 chevaux et 165 Nm de couple. Mais par la suite, la puissance a pu être légèrement augmentée jusqu'à 326 chevaux. Le compresseur centrifuge dynamique n'a pas été choisi par hasard. Premièrement, il fournit une pression constante, et non par à-coups, ce qui est optimal pour un 4 cylindres en ligne. Deuxièmement, ce type de compresseur chauffe le moins l'air entrant. Ce fait a permis à H2R de se passer d'un intercooler. La roue du compresseur est entraînée mécaniquement. Grâce à l'utilisation d'une transmission planétaire, lorsque le vilebrequin tourne à 14 000 tours par minute, la roue du compresseur effectue 130 000 tours. Kawasaki H2R est devenue la première moto au monde dont le moteur d'1 litre a réussi à développer plus de 300 chevaux. C'est un grand prestige pour l'entreprise. Kawasaki a conçu un moteur puissant, un châssis remarquable et un carénage aérodynamique unique doté d'ailerons. On remarque la grande expérience de l'entreprise dans l'aéronautique. Déjà en 2014, la moto a été testée en soufflerie. Son carénage s'est révélé efficace jusqu'à des vitesses d'environ 700 km/h. H2R possède un potentiel incroyable. La moto accélère de 0 à 100 en moins de 2 secondes et demie. La vitesse maximale est de 400 km/h. En revanche, en 2016, le pilote Kenan Sofuoglu, quintuple champion de Superbike, a atteint la vitesse de 400 km/h sur le pont Osman Gazi à Istanbul. En même temps, il est passé de l'arrêt à la vitesse maximale en seulement 26 secondes. Un an plus tôt, James Hiller a effectué un tour sur le circuit de l'île de Man. C'était une démonstration, en dehors de la compétition. La moto s'est parfaitement comportée pendant la course et a établi un record de vitesse sur l'île de Man à 332 km/h. La version civile de la H2 développant 220 chevaux et depuis 2019 228 détient également plusieurs records à son actif. Lors du quart de mile, la H2 a réalisé 9,62 secondes avec une vitesse de sortie de 244,64 km/h. Le record de vitesse maximale pour la H2 d'origine est de 337,06 km/h. Après un léger réglage pendant les courses de vitesse Morave Magnum, Kent Kunitsugu a atteint 365 km 2 dixièmes à l'heure. La H2R est longtemps restée un objet de rêve pour beaucoup. Les pilotes en herbe ont rapidement arraché de leur chambre les posters de Yamaha R1 et de BMW R1000 RR et se sont précipités chez Soyuz Peshat pour acheter des affiches de Kawasaki. L'un des derniers d'un modèle de la famille des Kawasaki à compresseur a été, en 2019, le modèle Naked Z H2. Ses caractéristiques athlétiques sont similaires à celles du H2 SX, mais l'équipement du Z est beaucoup plus économique. Sur le Naked suralimenté, des composants de suspension et de systèmes de freinage plus simples sont utilisés. De plus, un certain nombre d'assistants électroniques sont absents.
À ce jour, la famille de motos Kawasaki avec compresseur représente le summum de la performance et du plaisir par litre de cylindrée. Une question tout à fait naturelle se pose. Qu'en est-il des autres constructeurs? Ont-ils vraiment accepté la supériorité de Kawasaki? Je ne pense pas, et très probablement, des travaux sont en cours pour créer des motos suralimentées. D'après les dernières nouvelles que j'ai vues, il s'agit de la Honda Africa Twin Mills suralimentée. Cette nouvelle est apparue à la fin de l'année 2023. Honda a breveté un système de suralimentation placé au-dessus de la boîte de vitesse. On ignore toujours quand le modèle Africa avec compresseur sera présenté au public, voir s'il le sera un jour. Pourquoi Honda a-t-il décidé d'augmenter la puissance de son Trail Adventure? Je pense que cela s'explique par la tendance à augmenter la cylindrée et la puissance des moteurs des grosses motos Adventure. Il y a 10 ou 15 ans, dans cette catégorie, 1000 à 1200 cm3 et 90 à 120 chevaux étaient des valeurs moyennes, alors qu'aujourd'hui, la puissance moyenne est montée à 140 chevaux. La cylindrée a augmenté, la même WA atteint déjà 1,3 litres. Quelles nouveaux motos suralimentées seront construites? L'avenir nous le dira et nous allons suivre cela de près. Cependant, cette catégorie de machines ne sera pas très répandue. Le compresseur est technologique, coûteux, et le prix élevé ne promet pas de fortes ventes. Dans la plupart des cas, les motos à moteur à combustion interne resteront atmosphériques. Les amis, l'épisode se termine. Dans ce contenu assez volumineux, j'ai essayé d'examiner en détail l'histoire et certains modèles de motos avec suralimentation mécanique. C'est une histoire de records, de vitesse et d'ingéniosité technique, marquée par la lutte pour le prestige entre fabricants de motos, ingénieurs, concepteurs et États, ainsi que d'une série d'événements qui ont influencé ce secteur. J'espère que ce reportage vous a intéressé et instruit. Si c'est vraiment le cas, la meilleure chose que vous puissiez faire pour promouvoir cette vidéo est de la partager avec de bons amis et connaissances qui s'intéressent aux motos et à la technologie. Un commentaire et un abonnement seraient aussi appréciés. Une forte activité sur la chaîne me motive à continuer de réunir des faits et à organiser des excursions instructives sur l'histoire de la construction de motos. Je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui soutiennent financièrement ma chaîne via les coordonnées indiquées dans la description. C'était la chaîne Crass Moto avec vous. À bientôt.